Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 3. J'ai été invitée à la conférence de presse donnée par l'Agence de la biomédecine. L'objectif de cette conférence de presse était de présenter les 2 nouvelles campagnes de communication destinées à informer et à stimuler autour du don de gamètes, ainsi que autour de la levée de l'anonymat et donc de l'accès aux origines, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle loi bioéthique. Je n'ai pas pu m'y rendre, alors j'ai demandé si, éventuellement, un enregistrement était possible. La réponse a été un grand oui. J'ai ainsi pu rencontrer le docteur Bérengère Ducrot, médecin référence de l'Agence de la biomédecine. Ensemble, nous avons pu évoquer les objectifs de l'agence, les méthodes engagées pour augmenter le nombre de donneurs potentiels, qui passent essentiellement par une campagne de communication sans précédent, ainsi que la levée de l'anonymat, qui inévitablement va impacter les stocks de gamètes. Pour cela, elle a missionné une agence de relations presse et de communication parce qu'ils savent que la sensibilisation et l'information sont la clé d'une campagne réussie. Ils ont donc élaboré et lancé massivement sur divers supports les messages qu'ils veulent faire passer. Spot radio, pub TV, campagne d'affichage, 2 comptes Instagram, @je donne mes ovocytes et @je donne mes spermatozoïdes, et 2 sites internet, dondovocytes.fr et dondespermatozoïdes.fr. Je vous laisse découvrir dans cet épisode les enjeux et les objectifs de l'Agence de la biomédecine autour de la mise en place de la nouvelle loi bioéthique. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Bérengère. Bonjour Constance. Je vous remercie, mais vraiment un grand merci de vous être rendue disponible pour cet enregistrement, parce que je crois que vous allez répondre à bien des questions qu'on se pose. Aujourd'hui, on se rencontre dans le cadre de la campagne de communication qui est lancée par l'Agence de biomédecine autour de la nouvelle loi bioéthique. Donc, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter pour nous dire qui vous êtes par rapport à l'Agence de biomédecine notamment, et puis ensuite, j'ai plein de questions à vous poser. Bon, c'est un grand plaisir. Déjà, je vous remercie de m'avoir demandé d'intervenir dans ce podcast très chouette. Donc, moi, je suis donc Bérengère Ducrot, je suis médecin biologiste de la reproduction et mon titre, c'est médecin référent en assistance médicale à la procréation, donc on appelle aussi AMP ou PMA, au sein de l'Agence de la biomédecine. D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'Agence de la biomédecine ? Parce que moi, je vois à peu près, mais déjà, c'est pas hyper clair pour moi. Je suppose que c'est assez flou pour beaucoup de monde. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le rôle de l'Agence de biomédecine ? Alors, l'Agence de la biomédecine, on l'appelle aussi ABM. C'est peut-être un terme qui peut être utilisé, que vous pouvez aussi entendre. Alors, c'est un établissement public qui est sous la tutelle du ministère de la Santé, qui a été créé suite à la 2e loi de bioéthique en 2004 et qui, depuis, encadre en fait les activités qui sont autour des éléments du corps humain. Donc, c'est-à-dire, par exemple, les greffes d'organes, les greffes de tissus ou de cellules, la génétique, mais aussi tout le domaine de l'assistance médicale à la procréation, et notamment donc le don de gamètes. Donc, ça encadre, c'est vraiment le lien entre le professionnel et le grand public, ça permet d'informer aussi, et ça gère aussi les autorisations en lien avec les agences régionales de santé des centres notamment d'AMP sur le territoire français. D'accord, ok. Et l'Agence de biomédecine est mandatée par le gouvernement, c'est ça ? Alors, c'est une agence qui est sous tutelle du ministère de la Santé. Donc, l'agence, elle peut avoir un rôle d'expert par rapport au ministère de la Santé, c'est-à-dire que le ministère de la Santé lui donne des missions
comme par exemple, là on en parlera certainement, mais la mission de pouvoir informer, de mettre en place des campagnes de communication, la mission aussi de pouvoir proposer des décrets d'application. Donc l'agence de biomédecine travaille avec des professionnels de santé lors de groupes de travail. Bon, ça c'est un peu dans le détail, hein, mais groupes de travail avec des professionnels de santé sur le territoire, mais aussi des personnes concernées, donc des associations de patients, pour que voilà, les lois soient le plus applicables possible et le plus simple possible à appliquer aussi pour les professionnels, notamment en termes de bonnes pratiques médicales. D'accord, donc en fait, vous êtes chargé de faire le lien vraiment entre les lois et leur application auprès des professionnels. Voilà, c'est vraiment le lien entre les patients et les professionnels. Donc on est vraiment entre deux sans être décisionnaire. Donc c'est vraiment un rôle d'encadrement, d'information, de conseil, tout en gardant des valeurs éthiques, la sécurité sanitaire aussi, donc tout ce qui est sécurité des gamètes, est-ce qu'il faut faire des tests, par exemple les tests sanitaires, HIV, hépatite B, hépatite C, tout ce qui encadre par exemple l'AMP. Tout ça, c'est vraiment sur... Nous on prend avis d'experts, par exemple, dans ce cadre-là, avis d'experts, par exemple, le virologue, et on propose justement les bonnes pratiques pour la mise en place des différentes activités, notamment, enfin moi en ce qui me concerne, sur l'AMP, l'assistance médicale à la procréation. D'accord. Donc nous, on a été mise en relation dans le cadre du vote de la nouvelle loi bioéthique qui est intervenue le 2 août de cette année, sur laquelle on a énormément d'espoir, nous les couples de femmes particulièrement, hélas pas encore les couples d'hommes, ça viendra peut-être sur la prochaine. On a bien conscience que sur la mise en application de cette loi, il y a des contraintes qui doivent être levées, notamment des contraintes de quantité, on va dire, si on peut dire ça comme ça, de donneurs, et donc de mise à disposition de paillettes pour les couples au global, hétérosexuels comme homosexuels. Et l'agence de biomédecine a donc mis en place une campagne de communication autour de 2 axes. Le premier, qui est donc le don de gamètes, que ce soit spermatozoïdes ou ovocytes. Et la deuxième campagne est liée à l'accès aux origines, puisque les donneurs, en tout cas l'anonymat du donneur a été levé, ou est en passe de l'être, on va dire, dans le cadre de l'accès à la PMA. Oui, alors c'est vrai que l'agence biomédecine a vraiment là une mission très importante de pouvoir faire en sorte que la loi de bioéthique soit mise en application le mieux possible et le plus rapidement possible. Donc c'est un peu compliqué, on est tous extrêmement ravis, que ce soit au niveau des professionnels, au niveau des personnes concernées, évidemment que cette loi ait pu être votée, parce qu'il y a quand même eu 3 ans de débats parlementaires, avec une crise sanitaire au milieu, enfin ça a été compliqué, vous le savez, tout le monde le sait tous, très bien. Mais vraiment là, l'idée c'est de pouvoir répondre au mieux aux nouvelles demandes, à savoir donc l'article 1 de cette loi, qui est vraiment la mesure phare de la loi de bioéthique, c'est l'accès à toutes les femmes à l'AMP, donc accès aux couples, enfin les nouvelles demandes seront les couples de femmes et les femmes qu'on appelle non mariées dans la loi, mais les femmes célibataires ou seules, enfin on les appelle comme on veut. L'idée c'est de pouvoir avoir accès aux dons de spermatozoïdes, donc forcément ça va augmenter les demandes de dons de spermatozoïdes. Et donc, afin de répondre au mieux à cette augmentation de demande, il va falloir plus de donneurs de spermatozoïdes. Et donc, Clairement. on sait que ce qui marche, c'est vraiment la sensibilisation du grand public. Dès qu'il y a eu des campagnes de communication au sein de l'agence de biomédecine, ou bien même au niveau local, au niveau des centres, ça marche super bien. La sensibilisation des personnes, c'est ce qui fonctionne le mieux. Les personnes, pensent au don de gamètes, mais c'est vraiment de temps en temps le déclic. Il dit « Ah oui, tiens, j'ai entendu la campagne de communication, donc du coup, ok, j'appelle le centre, j'ai les coordonnées, j'appelle le centre pour pouvoir donner. » Donc là, l'idée, c'est de vraiment avoir une campagne de communication d'une envergure jamais vue. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment là de grande envergure, déjà sur... alors ça, vous entendrez peut-être parler, mais en termes de budget, c'est surtout de budget, parce que il y a une agence de com qui a été mise sur le coup, entre guillemets, pour faire cette campagne. Donc il faut vraiment que vous alliez voir les différents films, les différentes affiches, que moi je trouve vraiment extraordinaires, très touchants sur les 2 sujets. J'essaierai de les mettre à disposition, effectivement. Ouais.
Ouais, non, non, mais c'est vraiment très chouette. Nous, on les a un peu testés en interne, puis ça a été testé aussi sur un panel de personnes, et ça fonctionne bien. Et il faut savoir qu'en fait, il y a eu une enquête là début septembre sur un panel de personnes qui montrait vraiment que 80% des personnes étaient vraiment favorables au don de gamètes, mais que seulement 17% des personnes étaient bien informées. Donc vraiment, la clé, c'est de pouvoir informer, sensibiliser pour qu'il y ait vraiment un maximum de gens qui se sentent concernés et puissent vraiment s'engager dans cette démarche de don de gamètes, spermatozoïdes. Et bon, là, c'est dans le cadre de la loi, c'est surtout des spermatozoïdes dont on aura besoin. Mais en fait, le don d'ovocytes est aussi très important parce qu'actuellement, on est un petit peu en pénurie de dons d'ovocytes. Et donc, c'est aussi très, très important de pouvoir en parler à cette occasion-là. Oui, ouais, complètement. Et puis l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire avoir un déclic à des personnes qui ne passaient pas le cap. Et là, enfin, c'est comme le don de sang. Souvent, les gens se rendent sur les lieux de don quand il y a des appels, en fait. Tout à fait. Ouais, ça c'est vrai que ça c'est bien prouvé. Hein. Les donneurs disaient mais ça fait longtemps que j'y pensais et puis paf, j'ai eu le déclic, le numéro et pour moi c'était évident, il fallait que j'appelle. Complètement. On va en parler un petit peu de chiffres. Avant ça, j'avais envie de parler parce que j'ai vu que dans le dossier de presse étaient précisées les conditions d'accès. Alors pas les conditions d'accès, mais les conditions pour pouvoir donner, qui sont assez light, mais il y a quand même des conditions, des limites d'âge. En fait, est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Ouais. Alors pour être donneur de spermatozoïdes, il y a deux conditions simples en fait. Il faut un spermatozoïde ou ovocyte. Déjà être en bonne santé. Déjà, c'est la première des conditions. Et après, les limites d'âge requises. Donc, ces limites sont pour les spermatozoïdes de 18 à 45 ans et pour les ovocytes de 18 à 37 ans. D'accord, ok. Voilà, c'est des limites qui ont été... en fait, ce sont les années, surtout pour les ovocytes, les années les plus fertiles, en fait. Donc, c'est vraiment de pouvoir mettre à disposition des ovocytes qui donneraient les meilleures chances de grossesse. Oui, de bonne qualité, en fait. De bonne qualité, tout à fait. D'accord. Au niveau des chiffres, j'ai été assez surprise, mais alors j'en avais notion parce que j'ai enregistré un épisode avec un donneur de sperme qui m'avait déjà bien informé, mais j'étais assez surprise de constater le entre guillemets peu de donneurs actuels sur le territoire et aussi le rapport entre les donneurs de spermatozoïdes et les donneuses d'ovocytes, où clairement, alors que c'est peut-être plus engageant comme démarche, il y a actuellement plus de donneuses d'ovocytes que de donneurs de sperme. Est-ce que vous pouvez me faire un point sur les chiffres? Ouais, alors c'est vrai que alors là, on a les chiffres de 2019 parce que 2020, bon, ça a été une année un peu à part où l'activité de don de gamètes a été vraiment en baisse, due évidemment, vous le savez, à la pandémie, pour lequel il y a eu beaucoup d'activités d'AMP qui ont dû être limitées, voire stoppées. Donc les chiffres de 2019, mais c'est des chiffres qui sont assez stables en fait depuis 2016. Il faut savoir que depuis 2016, il y a eu un grand changement au niveau de la loi de bioéthique qui a été pareil, très, très important pour les professionnels et l'accès aux dons de gamètes. C'est que les personnes qui n'avaient pas encore procréé, qui n'avaient pas encore d'enfants, ont pu entamer les démarches de dons. C'était pas possible avant. Donc depuis 2016, on a eu un petit peu plus de donneurs et de donneuses parce que les gens qui n'avaient pas procréé peuvent accéder donc à la démarche de don de gamètes. On a à peu près 300 donneurs de spermatozoïdes par an en France, donc sur toute la France. Donc parmi tous les hommes de 18 à 45 ans, c'est vrai que c'est très très peu. C'est sûr. Voilà. Alors après, quand on sait que les gens se sentent peu informés, ça peut se comprendre. Voilà, et on espère que justement avec toutes les campagnes qu'on met en place, c'est de pouvoir augmenter ce chiffre. Et pour les donneuses d'ovocytes, on est à peu près à 800 donneuses d'ovocytes par an en France qui ont pu faire un prélèvement d'ovocytes. Alors, il faut savoir qu'un donneur de spermatozoïdes fait plusieurs recueils de sperme et donc du coup permet la naissance de plusieurs enfants, jusqu'à 10 enfants grand maximum, enfin maximum, ça c'est dans la loi de bioéthique aussi. Par contre, une donneuse d'ovocytes, quand elle fait un don, en général, il y a la naissance d'un ou deux enfants grand maximum. Oui. Et donc, les chiffres de naissance issus de donneurs de spermatozoïdes sont plus importants. Voilà. Tout à fait. Mais c'est
c'est vrai que c'est difficile à comprendre cette différence de chiffres parce que vous le disiez, hein, un don d'ovocytes, ben, ça implique une stimulation ovarienne, ça implique un prélèvement au bloc opératoire. C'est quand même beaucoup plus prenant et engageant qu'un don de spermatozoïdes où l'homme vient au niveau d'un centre de don, fait plusieurs recueils, donc il y a quand même plusieurs rendez-vous quand même. Mais là, c'est un recueil par masturbation, 1 ou 2 prises de sang pour valider la démarche de don. Donc c'est sûr que c'est moins engageant d'un point de vue médical que Oui. le don d'ovocytes. Après, ce dont il faut avoir notion, je crois qu'on en a parlé hier d'ailleurs, puisqu'on s'est vu hier un petit peu avant, c'est que souvent, une personne qui se présente pour être donneuse ou donneur ne pourra pas forcément donner. Et je crois que le ratio est assez faible finalement sur la personne, parce qu'il y a beaucoup de tests qui sont passés. Et donc, ça veut pas dire qu'il n'y a que 300 personnes qui se proposent, enfin que 300 donneurs qui se proposent. Il y en a peut-être 5 fois plus, mais tous ne peuvent pas donner. Oui, tout à fait. Alors déjà, bon, il faut que les personnes remplissent les conditions d'âge, hein, donc les personnes ne sont pas forcément au courant quand ils appellent, mais effectivement, alors il y a déjà un premier rendez-vous. Alors après, l'ordre des rendez-vous, ça dépend un petit peu des centres, hein, mais c'est assez un rendez-vous en général d'information qui peut être fait soit par un médecin du centre, soit par un psychologue. Ça permet un petit peu d'expliquer la démarche de don qui est quand même, on parlait d'engagement, mais qui est engageante, hein, qui est quand même une démarche en vue d'aider des personnes à pouvoir procréer. Donc c'est quand même une démarche qui demande de donner de sa personne et de son éthique. Donc déjà, il faut être au clair, OK avec ça, par rapport, on parlait de l'anonymat, on parlait en fait, il faut pouvoir répondre aux 3 grands principes du don, c'est ça là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'il faut être volontaire, c'est-à-dire qu'on peut pas être, obligé de venir, même si quelqu'un nous a dit: «Bah, moi j'attends un don de spermatozoïdes, s'il y a plein de donneurs qui viennent, bah, je vais avoir des délais d'attente un peu réduits», on peut pas se sentir obligé de venir. Il faut vraiment que ce soit une démarche personnelle. Ensuite, la gratuité. On peut pas rémunérer, mais ça peut-être qu'on y reviendra après, on peut pas rémunérer les personnes qui viennent faire un don de gamètes en France. Ça fait partie des principes éthiques de don d'éléments du corps humain. Et ensuite, l'anonymat. Donc ça, on y reviendra aussi. Mhm. Il faut être au clair aussi avec cet anonymat, c'est-à-dire que le donneur ou la donneuse ne pourront pas avoir accès aux informations concernant les personnes qui vont recevoir leur don. Et c'est pareil, les enfants qui seront issus de leur don, ils ne pourront pas savoir non plus qui ils seront. Il y aura juste la possibilité, dans le cas de la nouvelle loi, de l'accès aux origines, mais c'est l'accès aux origines des enfants, des personnes issues de dons, qui pourront avoir accès aux informations concernant le donneur ou la donneuse qui a permis leur naissance. Donc c'est seulement les personnes issues de dons qui pourront avoir accès à ces informations. Voilà, Donc à il y a leur déjà, demande. voilà, donc déjà il y a déjà des gens qui finalement sont venus dans le centre de don pour faire cette démarche de don, qui finalement ne sont pas prêts à donner. Donc là, on les incite plutôt à réfléchir et à revenir peut-être dans un second temps, après réflexion ou différents échanges. Et après, il y a aussi des examens, une consultation médicale. On s'assure que le donneur ou la donneuse n'ait pas d'antécédents génétiques qui les exclurait entre guillemets, j'aime pas trop du don, c'est-à-dire éviter qu'il y ait une maladie génétique transmissible grave qui soit transmise en fait à l'enfant. Mhm. Et après, il faut aussi que ce qu'on appelle soit la réserve d'ovocytes dans le cadre du don d'ovocytes, soit les paramètres du sperme, soit aussi en adéquation avec le don. Donc il se peut aussi que finalement qu'il y ait des personnes qui aient pu procréer, mais qui n'ait pas une réserve suffisante d'ovocytes ou de spermatozoïdes pour pouvoir les donner, que dans le cadre par exemple des inséminations, que les paramètres spermatiques, le nombre de spermatozoïdes ne soit pas suffisant pour des inséminations, alors que cette personne a pu procréer naturellement. Oui. Donc c'est sûr qu'on perd entre guillemets entre 20 et 30% des personnes qui se présentent au niveau des centres de dons. Donc quand on dit 300 donneurs de spermatozoïdes, il peut y en avoir effectivement 400, 500 qui se présentent au niveau des centres de dons.
D'accord. Et vous venez de l'évoquer, et je pense que c'est peut-être le moment d'en parler. Le grand enjeu donc de cette nouvelle loi bioéthique, le deuxième grand enjeu, c'est la levée de l'anonymat justement. Donc du coup, le droit d'accès aux origines, qui va avoir une vraie répercussion sur les stocks actuels et les stocks à venir. Est-ce que vous pouvez détailler et développer un petit peu ce qui va se passer à partir du 1er septembre 2022, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc il va y avoir un calendrier de mise en place. Donc là, la loi a été votée le 2 août 2021. Le 28 septembre 2021, les décrets en Conseil d'État sont sortis concernant les conditions d'âge. Donc ça a permis pour l'article 1, c'est-à-dire l'accès aux couples de femmes et femmes seules, de pouvoir accéder tout de suite à l'AMP avec tiers donneur. Concernant l'accès aux origines, la loi a été votée pareil le 2 août 2021, mais elle prévoit 1 an de mise en place. C'est-à-dire que pendant 1 an, l'Agence de la biomédecine, en lien avec le ministère de la Santé, va mettre en place le système qui va permettre de la mise en place d'un registre d'accès aux origines. C'est-à-dire qu'à partir du 1er septembre 2022, tous les donneurs et donneuses qui se présenteront donneront dans le cadre de la nouvelle loi. Jusqu'au 1er septembre 2022, tous les donneurs donnent dans le cadre de l'ancienne loi. 1er septembre 2022, les personnes qui se présentent dans le cadre d'une démarche de don donnent dans le cadre de la nouvelle loi, c'est-à-dire qu'ils consentent à l'accès aux origines obligatoirement. Donc à partir de ce moment-là, les centres de dons ne reçoivent que ces personnes-là qui consentent, mais par contre, pendant toute une période qu'on ne connaît pas encore, parce que ça va être un décret aussi en Conseil d'État qui va nous le dire, entre le 1er septembre 2022 et une date qui va être fixée plus tardivement, on va utiliser l'ancien stock de dons. L'idée, c'est de pouvoir, évidemment, utiliser l'ancien stock pour ne pas devoir détruire les spermatozoïdes des donneurs qui n'auraient pas consenti à l'accès aux origines. Oui. Ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que les donneurs ancien régime, si je peux m'exprimer comme ça, donc ceux qui ont donné jusqu'au 1er septembre 2022, auront la possibilité de changer leur consentement. C'est-à-dire qu'à partir du 1er septembre 2022, ils pourront contacter une commission qui va être créée là durant l'année à venir pour dire moi je suis OK pour changer mon consentement et pour donner mon accord pour l'accès aux origines. Du coup, ces donneurs et donneuses passeront dans le stock des donneurs, entre guillemets, nouveau régime. Et on pourra continuer à utiliser les paillettes dans le cadre du nouveau régime d'accès aux origines. Et aussi, les enfants, les personnes qui, à leur majorité, demanderont des informations concernant le donneur ou la donneuse qui a permis leur conception, pourront éventuellement avoir accès, si la personne a changé le consentement, à des informations non identifiantes et identifiantes. L'identité du donneur ou de la donneuse ou d'autres informations. D'accord. Donc c'est vrai que là, il y a un réel enjeu aussi de communication auprès des anciens donneurs pour qu'ils fassent la démarche et éviter la destruction des stocks actuels. Oui. Donc c'est la deuxième campagne de communication là qui est sortie là récemment au mois d'octobre. C'est vraiment de pouvoir donner l'information aux anciens donneurs et donneuses de cette possibilité de changer leur consentement à partir du 1er septembre 2022. Alors ce qui est vraiment mis en avant dans cette campagne de communication, alors d'ailleurs le petit slogan c'est « Je ne cherche pas des parents, mais je cherche une réponse à des questions ». Ce qui est vraiment mis en avant, c'est « Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de mise, de parentalité, de filiation, comme c'était déjà bien clair auparavant. Mais l'idée des enfants qui pourraient faire cette démarche d'accès aux origines, c'est vraiment de savoir comment ils sont venus au monde, entre guillemets. Oui, d'où ils viennent. Vraiment, d'ailleurs, quand on rencontre les enfants qui sont nés de dons de gamètes, l'idée première, c'est de dire, mais quelle est cette personne qui a fait la démarche? Comment je peux être là? Et vraiment d'avoir cette pièce de puzzle, c'est d'ailleurs l'idée de la campagne de com, d'avoir cette pièce de puzzle manquante pour la construction de l'identité. Oui. Et ça reflète vraiment, je pense que tous les enfants issus de dons
pourront s'identifier, peut-être pas tous, hein, peut-être qu'il y a d'autres questions évidemment, mais je pense que la grande majorité, quand on a des professionnels qui ont pu en rencontrer plusieurs, et c'est vraiment ce qu'ils mettent en avant. En disant mes parents, ce sont mes parents, c'est vraiment de se dire mais il y a une tierce personne quand même dans ma conception et j'ai besoin de savoir le pourquoi du comment. Oui, ce qui d'ailleurs est déjà une des questions que l'on se pose quand on part sur des parcours à l'étranger, où notre premier choix, c'est de savoir ce qu'on souhaite comme type de donneur, anonyme ou semi-anonyme. Et déjà, actuellement, la plupart du temps, on fait ce choix-là de base. Donc, c'est une question, on a une réponse, en France, en tout cas, on peut avoir cette réponse-là. On n'aura du coup plus la réponse de l'anonymat, mais on aura la réponse du droit d'accès aux origines. Et ce qui est plutôt rassurant, hein, je pense qu'on va peut-être y venir, de savoir, oui, est-ce que ça va baisser le nombre de donneurs là, c'est sûr, vous n'aurez plus de donneurs. C'est la suite logique. Non, mais clairement, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, mais s'ils mettent en plus on a l'impression qu'il y a des bâtons dans les roues. Mais c'est vrai que alors la loi de bioéthique, elle n'est pas sortie du chapeau le 2 août 2021. Ça fait 3 ans qu'on en parle. Ça fait 3 ans que les professionnels, du coup, savent que l'accès aux origines va a priori être accessible. Et donc, ça fait 3 ans qu'il y a une information aux candidats donneurs et donneuses. Et il y a aussi l'interrogation. Est-ce que vous, si jamais l'accès aux origines était accessible, est-ce que vous donneriez ? Et la grande majorité disent oui. Oui, moi, D'accord. Si ça peut aider. En fait, les donneurs et les donneuses, ce sont des vraies personnes altruistes. C'est vraiment quand on peut les rencontrer, c'est vraiment des très belles personnes qui disent mais moi je veux juste aider des personnes. Donc oui, j'aide des personnes pour pouvoir procréer parce qu'ils ont besoin de mes gamètes, mais j'aide aussi. L'idée c'est de pouvoir aussi aller jusqu'à la finalité, donc l'enfant qui est issu de ce don. Et donc effectivement, si cet enfant a besoin de moi pour se construire, bien évidemment que je serai là. Et moi je cherche pas un enfant. Moi, je donne de moi pour aider. Oui, complètement. Et c'est vrai que, encore une fois, par rapport à l'épisode que j'avais enregistré avec David, notre donneur, c'était ce qu'il en ressortait, c'était vraiment purement de l'altruisme. C'était beau c'était beau à écouter, vraiment très très beau à écouter. Et alors, du coup, la question que tout le monde se pose, parce que, clairement, c'est aussi une des problématiques, c'est qu'aujourd'hui, donc, on sait qu'il y a X couples, donc je crois qu'il y a 27 000 enfants qui sont nés, qui naissent chaque année dans les sécos, grâce aux sécos, qu'il y en a 1300 ou 1400 qui sont issus de donneurs et de gamètes, de donneurs et donneuses de gamètes. Ça, c'est des couples hétérosexuels. La population qui va maintenant avoir accès à la PMA, donc, ou à l'AMP, les couples de femmes et les femmes seules représentent quand même, je pense, va représenter une grosse partie de ce futur accès. Est-ce que ça a été anticipé, envisagé ? On a clairement peur aux embouteillages, et c'est déjà un peu le cas. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des sécos ? Alors, ça a été anticipé, parce que évidemment, je parlais des 3 ans de mise en place. Ça a été anticipé aussi au sein pour la mise en place des décrets. Les décrets sont sortis très rapidement après la promulgation de la loi. Ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel au niveau Alors nous, on a trouvé ça long. Mais entre le 2 août et le 28 septembre, je pense. Alors, mais c'est sûr. Juste pour comparer, quand la loi de bioéthique de 2011 a été votée, il a fallu 5 ans pour qu'il y ait le décret d'application pour que les donneurs et donneuses sans enfants puissent donner. C'est juste pour comparer. Oui, d'accord, ok. Donc, de moi, ça va. Voilà, on prend. Donc là, en fait, c'est parce que ça a été anticipé. On savait non, évidemment, il y avait des débats parlementaires, donc on ne le savait pas d'avance, mais on se doutait bien qu'effectivement, il y avait quand même une grande demande sociétale et que la loi avait quand même de grandes chances de passer. Donc, tous les décrets d'application ont été anticipés. Mais il y a eu aussi beaucoup de réflexions quant aux possibilités pour les professionnels de pouvoir, vous le disiez, accueillir ce nouveau public, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Effectivement, là, aujourd'hui, on imagine que les demandes vont plutôt tripler, voire quadrupler par rapport aux demandes d'accès aux dons de spermatozoïdes actuels, donc à savoir les couples hétérosexuels. Et ça a été anticipé. Il y a des financements qui ont été alloués, notamment au centre de dons, au centre d'AMP, pour pouvoir recruter des personnes, pour pouvoir accueillir ces nouvelles personnes.
Oui. La majorité des centres de dons sont dans des... Enfin, 98% des centres de dons sont des centres SECOS, donc ils sont intégrés dans des CHU. D'accord. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'hôpital public peut être de temps en temps en difficulté et que la mise en place de nouvelles activités passe par des différentes réunions, différents directoires en recrutement et que dans certains centres, ça peut être plus compliqué que dans d'autres. Il y a certains centres qui étaient déjà aussi en souffrance Mhm. et qu'il est important de pouvoir consolider l'activité d'AMP actuelle avant de s'engager vers une autre activité d'AMP, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc Mhm. l'idée, c'est de pouvoir aider, c'est vraiment une des missions de l'Agence de la biomédecine, de pouvoir aider ces centres à s'organiser, à pouvoir vraiment utiliser les financements qui ont été alloués pour la mise en place de la nouvelle loi. Et c'est aussi pour ça qu'un comité de suivi va être mis en place. Donc, il y a déjà eu plusieurs réunions entre l'Agence de la biomédecine, le ministère de la Santé, et dans lequel interviendra aussi des professionnels de santé, des associations de patients, des personnes concernées, la Caisse de sécurité sociale, pour s'assurer qu'on est vraiment sur le bon chemin pour une mise en place efficiente, égalitaire et non discriminatoire, parce que le but, c'est vraiment ça, quoi. Qu'on Oui. puisse donner l'accès à tout le monde de manière égalitaire sur le territoire, mais aussi vis-à-vis aussi des personnes. Oui. Alors ça va être là la difficulté, parce que donner un accès égalitaire sur le territoire, si déjà actuellement les stocks sont hétérogènes en fonction des sécos et que en plus de ça, je sais pas comment le choix des donneurs va être fait, mais si il y a une possibilité de privilégier un cariotype par rapport à un autre, je suppose que ça peut bloquer à certains moments et que les délais vont pas être les mêmes en fonction des sécos. Alors l'idée, c'est que on puisse remédier à ça, parce que effectivement, les délais ne sont pas égalitaires sur le territoire. Ça, on le sait. Il y a des centres de dons qui sont un petit peu plus riches, entre guillemets, en gamètes que d'autres. L'idée, la volonté du ministre, c'était vraiment de pouvoir réduire les délais d'attente pour toute tentative d'AMP, et notamment don de spermatozoïdes, à 6 mois pour tout le monde. Donc là, ça demande vraiment un engagement. Sacré challenge. Sacré challenge, mais justement, si on a une organisation effective, si on a les donneurs de spermatozoïdes à l'appui, on peut y arriver. Et déjà, comme on a l'histoire de l'accès aux origines avec potentiellement une destruction des stocks, ça, c'est pas entendable par les professionnels. Donc déjà, les Oui, par nous non centres, plus. mais voilà, mais déjà les centres se sont déjà mis en marche pour collaborer. Oui. C'est-à-dire que les centres qui seraient les plus riches ont déjà mis à disposition, ça on l'a déjà entendu des professionnels, mis à disposition leurs paillettes pour des centres pour lesquels il y aurait un peu plus de difficultés dans le recrutement des donneurs ou dans les stocks de gamètes. Donc il y a des transferts possibles. Il y a des transferts possibles. C'est pas évident de transférer les gamètes, parce que quand on entend dire pourquoi vous faites pas une banque nationale, Oui, c'est vrai. Sauf que pourquoi pas. Bon, déjà, on va avoir le registre des donneurs au niveau national d'accès, enfin c'est le registre d'accès aux origines, mais ça permettra déjà un premier point. Mais l'idéal, ce serait évidemment de centraliser les stocks de gamètes. Sauf que quand les spermatozoïdes sont congelés à moins 196 degrés dans des cuves d'azote, et quand on transporte des spermatozoïdes, il faut les transporter le jour même dans une cuve de transport bien spécifique vers le centre de don, enfin vers le centre d'AMP qui va préparer les gamètes en vue de faire l'insémination. Donc ça demande toute une organisation entre le gynéco, le laboratoire, le centre de don. Et c'est beaucoup plus quand même beaucoup plus sympa et logique pour les patients-patientes que ce soit proche de leur domicile. Parce qu'on ne peut pas demander, par exemple, à des patientes d'aller, si la banque, mettons, était à Paris, des patientes de Marseille, d'aller dans les 2 jours précédant l'insémination aller chercher les paillettes à Marseille. Oui. Et engager des transporteurs, etc., ça coûterait trop cher. Oui, c'est ça. Après, c'est une vraie question de budget. Enfin, faut que ce soit cohérent. Ça. Et puis, il faut que ce soit, voilà, le moyen le plus efficace, c'est que ce soit les personnes qui viennent chercher dans le centre de don, qui les connaissent très bien, qui les ont suivis, pour qu'ils puissent derrière procéder à l'insémination près de chez eux, en fait.
Après, la question inverse peut se poser, c'est à quel moment on peut nous rendre sur des centres qui auraient plus de stock. Enfin, on est quand même habitué des voyages et longue distance pour pouvoir concevoir nos enfants. Donc, je pense que personne ne serait forcément en frein, ou peut-être même certaines personnes le feront, de se rendre sur d'autres centres. Est-ce que ça, c'est possible, ou ou après, il va y avoir, je sais pas, une sorte de sélection en fonction des régions dans les sécos? Alors, il n'y a pas de sélection, mais l'idée, c'est de pas non plus emboliser des centres de dons, parce que déjà, la mise en place est compliquée. Et si des personnes s'inscrivent déjà dans plusieurs centres, ça va pas être gérable, en fait. Oui. Parce que on va avoir des consultations, les gens vont pas venir aux consultations, parce que au niveau des listes d'attente, ça va être compliqué. Donc effectivement, s'inscrire dans plusieurs centres, c'est rendre service à personne, ni aux professionnels, ni aux personnes concernées, je pense. Et après, je pense que vraiment l'idée, c'est de pouvoir homogénéiser les délais d'attente. Oui. Oui. Donc, et surtout quand on aura les nouveaux stocks, en fait, on va tous repartir à zéro. Enfin, tous les centres vont tous repartir à zéro. Donc du coup, que l'on soit à Marseille, à Lille, à Brest, potentiellement, on va pouvoir avoir l'idée, c'est d'avoir les mêmes délais d'attente. Oui. Et idéalement, c'est d'atteindre les 6 mois. Idéalement, d'atteindre les 6 mois. Actuellement, vous avez une notion des délais d'attente en fonction des sécos en moyenne? Alors oui, il y a une étude là, récente qui a été faite par l'Agence de la biomédecine. On est entre 6 mois et 18 mois de délai d'attente pour pouvoir accéder à un don de spermatozoïdes. Et la moyenne, c'est à peu près 12 mois. D'accord, ok. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi un délai incompressible, qui est à peu près de 6 mois, parce qu'il y a plusieurs démarches quand on s'inscrit dans un centre de don pour pouvoir recevoir un don de spermatozoïdes. Il faut rencontrer d'abord un gynécologue, être sûr que pour s'orienter vers la technique, est-ce que ce sera de l'insémination intra-utérine, est-ce que ce sera de la fécondation in vitro? Il se peut qu'il y ait des examens complémentaires. Ensuite, il est proposé aussi un rendez-vous avec un psychologue. Ensuite, pour les couples hétérosexuels, déjà maintenant, le couple doit rencontrer un notaire pour signer un consentement à l'accès, à l'AMP avec tiers donneur. Donc tout ça, ce sont des démarches en fait qui peuvent prendre un peu de temps. Et donc il y a vraiment les 6 mois qui sont incompressibles. Et il faut savoir que de temps en temps, il arrive aussi que ce délai de 6 mois soit aussi très bénéfique aussi pour les couples receveurs hétérosexuels qu'on avait en charge jusqu'à actuellement. Parce que ces couples hétérosexuels, leur idée toute première, c'était pas de concevoir avec un don de spermatozoïdes. Bien sûr. Et donc, il faut aussi qu'ils aient du temps pour accéder, d'un point de vue psychologique, au don de spermatozoïdes et que vraiment ils se projettent vers cet enfant issu de dons. Et c'est pour ça qu'aussi qu'on propose cette démarche d'accompagnement avec un psychologue pour pouvoir faire dans ce cadre-là le deuil de l'enfant intraconjugal, de vraiment pouvoir se projeter, comme je disais, vers l'enfant issu de dons, de pouvoir se dire mais à quel moment est-ce qu'il faut parler du mode de conception à l'enfant, à l'entourage, au niveau de son développement psychomoteur, on va pas parler de génétique à un enfant de 3 ans, il n'y comprend rien, mais par contre ça peut être intéressant de lui en parler à l'âge de 15 ans. C'est toutes ces éléments-là qui peuvent être abordés justement dans les centres de dons. Et puis voilà, c'est pour ça que pour les couples hétérosexuels, le délai de 6 mois, voire même 12 mois, peut être vraiment bénéfique pour vraiment être prêt à recevoir le don de spermatozoïdes. Les parcours seront exactement les mêmes qu'on soit un couple hétérosexuel, homosexuel ou une femme seule. Oui. L'idée du législateur, c'est vraiment qu'il n'y ait aucune discrimination. Donc là, c'est de pouvoir inscrire les gens dans l'ordre chronologique. Donc ça, c'est déjà ce qui se fait pour les couples hétérosexuels. Et il n'y aura pas de rendez-vous spécial couple de femmes, spécial femme seule. Non, ça va se faire vraiment les uns après les autres. Et que finalement, quel que soit le statut matrimonial, on a besoin pour procréer d'un don de spermatozoïdes. Et il se peut que dans les salles d'attente, il y aura tout le monde et toute personne qui seront concernés par le don de spermatozoïdes. Mais ce sera vraiment, les parcours, ce sera exactement pareil. Et notamment, justement, alors, on se pose des questions concernant, c'est peut-être là où vous voulez en venir, concernant la question de la consultation avec le psychologue. Oui.
où on se dit finalement les couples de femmes, ça va peut-être être plus facile. Quand on interroge les centres de dons, on se dit finalement les couples de femmes, elles savent qu'elles vont devoir passer par un don de spermatozoïdes. Donc ce deuil de l'enfant intraconjugal, il sera pas à faire. Non, Mais par il est contre, déjà de fait. voilà. Mais par contre, ça peut être intéressant de proposer cette consultation d'accompagnement qui n'est absolument pas un examen de passage, un passeport de bons parents, mauvais parents, pas du tout. C'est vraiment pouvoir proposer cet accompagnement, de se dire, on va prendre l'exemple d'un couple de femmes, la place du donneur, où sera-t-elle au sein du couple de femmes? On a eu besoin d'avoir de spermatozoïdes issus de donneurs pour pouvoir procréer, mais ces spermatozoïdes sont quand même issus d'une personne. Et où mettons cette personne au sein de notre famille, de notre couple? Donc ça peut être intéressant aussi d'en parler. Ça peut être aussi intéressant de parler éventuellement de qui va porter l'enfant, si on se pose des questions, comment appeler la deuxième maman, enfin des choses comme ça qui peuvent être abordées justement avec les psychologues. C'est vraiment juste un espace de discussion. Et des fois, on a besoin qu'on soit même les femmes seules ont peut-être besoin de cet espace de discussion pour se poser des questions qui ne seraient pas encore venues. Se dire, voilà, je suis jeune, je veux procréer là maintenant, mais est-ce que j'ai fait, alors là, peut-être qu'il y aura un deuil à faire, hein, on n'en sait rien. Nous, les centres de dons vont aussi apprendre avec les nouveaux publics, hein, ça c'est certain. Il y aura certainement aussi un deuil de se dire, voilà, le deuil de l'enfant issu d'un couple. Je procrée seule, mais du coup, pour cet enfant-là, ce sera peut-être pas la même chose pour tous les enfants de la même femme, hein, mais pour cet enfant-là, je fais le deuil de finalement d'avoir un conjoint et un autre parent pour cet enfant. Bon, même s'il y a peut-être des adoptions possibles dans un second temps, etc. Ça, on le sait. Oui. Mais voilà, donc ce sera vraiment des espaces de discussion qui sont vraiment ouverts et qui, on le sait parce qu'on a pu discuter aussi avec nos voisins européens, notamment la Belgique et l'Espagne, qui mettent en place ces séances de discussion avec des psys, des médecins, et pour lequel nous, on a besoin aussi d'expérience, de retour d'expérience, pour pouvoir vraiment pouvoir accueillir au mieux, comme on le pourra, mais surtout on espère au mieux les personnes qui viendront dans ce nouveau cadre. Oui, mais je trouve ça, vous me l'aviez dit hier et du coup je voulais y rebondir dessus justement. Je trouve ça vraiment super que vous soyez allés prendre conseil auprès des centres qui nous reçoivent déjà et font ça depuis tellement d'années que ils ont de la matière à vous donner, quoi. Ça semblait indispensable pour l'agence de la biomédecine de pouvoir justement, l'agence de biomédecine a une mission aussi, c'est de pouvoir écrire les recommandations de bonnes pratiques médicales en assistance médicale à la procréation, donc qui sont revues régulièrement. Les dernières recommandations, c'était un arrêté du ministre de la Santé, mais vraiment sous conseil de l'agence de la biomédecine. La dernière date de 2017, et là évidemment, dans le cadre de la nouvelle loi, ça va être les bonnes pratiques vont être revues. Et il va y avoir justement cet accompagnement, comme je disais, va être mis en exergue dans ces bonnes pratiques. Et il est prévu que pour ces bonnes pratiques, on puisse faire appel à des professionnels qui accompagnent déjà les couples de femmes et les femmes seules, parce qu'en France, c'est une nouvelle activité. Donc évidemment que les personnes concernées, donc les associations, vont nous aider aussi à écrire ces recommandations. Pas que les professionnels, c'est les personnes concernées qui sauront nous dire comment faire aussi. Oui, complètement. Voilà. Donc les professionnels savent faire sur le terrain, sur la technique, peuvent avoir aussi leurs idées, mais pourquoi pas, sur l'intérêt de l'enfant, par exemple, par rapport aux pratiques des couples hétérosexuels, parce qu'il y a des choses qui seront calcables. Par contre, effectivement, pour les couples de femmes et les femmes seules, on va avoir besoin de personnes qui ont déjà procréé, qui sont en parcours de procréation, et les personnes qui sont vraiment concernées par la situation. Oui, et expérimentées pour le coup. Exactement. Complètement. Exactement. Et alors, je vais repartir un petit peu sur le rôle de l'agence de la biomédecine parce qu'on en a parlé hier et j'ai trouvé que c'était super intéressant à aborder aujourd'hui. Vous disiez aussi que vous aviez un rôle de formation des professionnels qui entourent donc tout cet accès à la PMA.
et que vous aviez notamment aussi vocation à former, par exemple, des notaires sur cet accès. Oui, tout à fait. Donc là, dans le cadre de la nouvelle loi de bioéthique, il y a un dispositif majeur de petits films, d'affiches, et il y a aussi tout un volet sur la formation des professionnels. Professionnels du terrain, donc les centres d'AMP, donc les gens qui ont qui vont recevoir les personnes. La tête dedans, quoi, oui. C'est ça. Mais aussi il est prévu via l'application Vidal.fr, dont la majorité des médecins sont abonnés. Donc c'est vraiment des formations pour les professionnels, mais c'est aussi prévu qu'il y ait des formations pour les médecins généralistes, pour les sages-femmes, pour les gynécos, donc toutes les personnes qui pourraient informer pour les personnes concernées, qui devraient avoir accès aux dons de gamètes, concernant l'accès aux origines, parce que c'est pas non plus évident pour tout le monde, hein, ce nouveau dispositif, le calendrier, le 1er septembre 2022, etc. Sur la filiation. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question des notaires, parce que les notaires vont vraiment avoir un rôle très très important dans le cadre de cette nouvelle loi. Rôle clé, hein, ça c'est l'article 6 de la nouvelle loi de bioéthique, qui permet une filiation que je peux appeler directe des couples de femmes par rapport à leur enfant qui va naître d'un don de spermatozoïdes. Donc c'est vrai qu'avant, la filiation n'était possible que par l'adoption de la mère qui n'avait pas porté l'enfant. Là, c'est vrai que en passant par un notaire, en signant un acte, comme toute personne qui va avoir recours au tiers donneur, un consentement à l'AMP avec tiers donneur, donc ça n'a rien à voir avec le la filiation, ça permet vraiment de valider la démarche de don, ça permet d'exclure le donneur de la filiation, et les couples de femmes vont pouvoir aussi signer, lors du même rendez-vous, un acte qui s'appelle la reconnaissance conjointe anticipée. Voilà, ça permettra, au moment de la naissance de l'enfant, de procurer ce document à l'officier d'état civil, qui va permettre qui va mettre en place l'état civil de l'enfant, que la deuxième mère soit reconnue, deuxième parent de l'enfant instantanément, sans démarche supplémentaire a posteriori. Et donc ça, il faut que les notaires puissent être informés, parce qu'ils ont reçu effectivement une circulaire du ministère de la Justice, comme tous les professionnels d'AMP ont reçu le cadre de la loi. Mais ça va être important aussi de leur expliquer les différentes démarches, la filiation instantanée dans le cadre de la loi actuelle, les enfants qui sont nés via l'AMP à l'étranger dans les 3 ans précédant la loi. C'est pas forcément du quotidien des notaires, qui font pas forcément ça. Ah non, on le ressent bien. C'est clairement pas ça. Mais c'est vrai que je trouve ça judicieux de former toutes les personnes qui vont être nos premiers accès à nous, en fait, qui n'ont actuellement aucune réponse, qui pataugent autant que nous dans la semoule, voire on leur amène nous nos réponses. et vraiment là, en ce moment, c'est assez flou. On a un peu l'impression qu'il y a un blocage de cet accès à la loi, alors que c'est pas le cas, c'est juste la mise en place. Mais voilà, c'est pertinent, je pense, de former les premiers. Alors c'est vrai que la mise en place peut être ressentie comme douloureuse, hein. Oui, c'est ça. Effectivement. Mais alors après, tout le monde comprend, que ce soit les professionnels, enfin tous les intervenants comprennent qu'il y a une impatience, parce que ça a été très long à mettre en place. Il y avait vraiment une volonté de tous pour que cette loi soit votée. Mais comme on en parlait hier, c'est comme la naissance d'un gros bébé. On est hyper heureux, tout le monde est hyper motivé. Mais des fois, ça peut être compliqué les débuts. Oui, c'est ça. Il faut mettre en place la loi, tout. Voilà, pouvoir. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir avoir un cadre qui soit le plus, comment dire, serein et le plus fluide possible. Oui, voilà. Le plus fluide, c'est ça, c'est le terme que j'emploierais, parce que vraiment, on a envie que ça marche. Oui. Alors, on aimerait bien que ça marche comme ça du jour au lendemain, un claquement de doigts, mais oui, c'est pas une nouvelle activité, parce que l'activité de don, tout le monde sait la faire, mais c'est surtout que ça concerne beaucoup, beaucoup de monde. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est la population qui s'ouvre fortement. Mais c'est génial, c'est passionnant. C'est passionnant. On entend les professionnels des centres de dons qui sont ravis de pouvoir accueillir, mais qui sont un peu angoissés quand même de se dire « Oh là là, mais comment on va faire pour gérer tout ça ?» Et qui s'organisent tout doucement. On a les retours. Et finalement,
ben voilà, cette angoisse, on se dit, voilà, on va prendre notre temps. Évidemment, pas trop de temps, hein, c'est pas Oui, l'idée. Mais voilà, on peut se pour faire dire les que choses bien. d'ici 2-3 mois, moi je suis assez confiante pour se dire que d'ici début 2022, que ça puisse vraiment être lisse partout Mhm. sur le territoire. D'accord. Donc là, si on résume, en gros, un couple de femmes qui aujourd'hui a un projet de parentalité dans les 18 mois au plus, elles pourront avoir accès à un don de sperme. Et une fois qu'elles sont enclenchées dans la démarche du don, s'il y a d'autres essais à faire, il n'y a pas à réattendre ces fameux ces 6 mois, 12 mois, 18 mois en fonction des séquences. On est d'accord Alors, qu'après, c'est fluide bien sûr. après. Bien D'accord. sûr. Ouais. Alors la Ok. grande majorité des cas, les femmes passeront par des inséminations Mhm. intra-utérines. Donc ça, c'est des techniques différentes, mais c'est des techniques. L'insémination intra-utérine avec don de spermatozoïdes a vraiment montré, dans le cadre des couples hétéros, puis à l'international même au sein avec les couples de femmes et les femmes seules, des très bons taux de grossesse. Alors c'est une technique qui est beaucoup moins invasive que la fécondation in vitro, Mhm. et pour lequel on a quasiment 25 à 30% de chances de grossesse à chaque insémination. Ah oui, c'est excellent. C'est excellent. Voilà, donc c'est très bon. Et donc du coup, il y a quand même plusieurs inséminations qui sont prises en charge par la sécurité sociale. Donc c'est pas du 100% dès la première, Mhm. mais ça peut être fait sur un cycle. Si la première insémination échoue, s'il n'y a pas de grossesse, ça peut être fait sur le cycle d'après la deuxième insémination. D'accord. Donc c'est vrai, quand on a la démarche de don qui est enclenchée, voilà, on peut être quand même assez serein s'il n'y a pas de problème gynécologique ou autre, pour avoir la grossesse quand même assez rapidement. Assez rapidement, ok. Ouais. Non, c'est hyper rassurant les taux que vous annoncez parce que on a quand même conscience que c'est pas non plus du 100%, hein, même c'est loin d'être du 100%. Et on a un peu notion parce que c'est un peu l'apanage des centres de PMA à l'étranger. Hein, ils nous avancent tous leurs chiffres pour nous garantir leur efficacité. Et c'est vrai que 25-30, c'est beau. C'est bien, c'est bien. Alors après, c'est certain, mais ça on le sait, et d'ailleurs il faut le rappeler, que la fertilité féminine diminue avec l'âge. Complètement. Et que c'est hyper important d'informer aussi, hein, toutes les femmes là-dessus. Alors après, quand le projet de grossesse arrive à 37 ans, bah, c'est tout. Mais Oui. qu'effectivement, il faut avoir conscience que on annonce ces chiffres 20, 25, 30% de chances de grossesse, mais c'est sûr que ça diminue avec l'âge. Et que Oui, on de n'est façon pas à conséquente. 25-30% de chances de grossesse à 42 ans. Ça, c'est certain. On en a notion. Enfin, je Voilà. pense qu'on en a Après, notion. ouais, mais ça, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir le rappeler, quoi, parce que c'est Bien vrai sûr. que on a peut-être conscience qu'à 42 ans, on n'a pas les mêmes chances de grossesse qu'à 20, mais à 35 déjà, hein, ça me diminue beaucoup. Ouais. Donc voilà, Donc si vous avez 32, 33 ans et que le projet il est maintenant, il est maintenant. Faut pas attendre. au plus vite au mieux. Après, voilà, nous on accompagne aussi, le projet de grossesse, Oui. il est là quand il est là, hein. Oui. Oui, non, mais complètement. Après, voilà, il n'y a pas de. En tout cas, ce qui est hyper rassurant, c'est de vous entendre dire que vous êtes capable d'accompagner. Je crois que hier vous me disiez jusqu'à 43 ans, si je ne me trompe pas. Alors ça, 42. c'est effectivement alors il y a eu des limites d'âge, hein, par décret pour accéder à l'assistance médicale à la procréation. L'insémination, ça a même été validé jusqu'à 45 ans. Oui. Mais par contre, il faut savoir que les chances de grossesse, notamment entre 43 et 45, sont quand même assez faibles, hein. Oui, oui, oui. D'accord. Même au-delà de 40 ans, ça c'est sûr, ça ce sera des informations qui seront données par les professionnels de santé. Il se peut qu'on passe sur une technique, peut-être la fécondation in vitro. Enfin, ça, c'est vraiment à voir avec le professionnel de santé qui va suivre Ou de couple. les couples ou les personnes. Ça, c'est certain, mais on peut effectivement, dans le cadre de l'AMP, accompagner jusqu'à 43-45, mais c'est pas l'idéal, en Oui, quelque oui, sorte. évidemment. Et la fécondation in vitro, il y a une limite d'âge ou pas du tout? Pour le recueil des ovocytes en vue de fécondation in vitro, c'est 43 ans. C'est 43 ans, ok. Voilà, tout à fait. On n'est pas sur la même limite d'âge que pour le don. Alors, c'est les inséminations, en fait. Si le don, si pareil, fécondation in vitro avec don de spermatozoïdes, c'est 43. Mais par contre, c'est les inséminations pour laquelle la limite a été fixée à 43. Plus à 40. Ah, d'accord.
À 45, pardon. Enfin, À 45, oui. 45 pour l'insémination. Oui. Mais D'accord. qu'effectivement, voilà, c'est compliqué quand même entre 43 et 45 ans de pouvoir prévoir et puis pouvoir aussi être sûr de pouvoir avoir une grossesse. Même si on n'est jamais sûr, mais voilà, plus l'âge Oui. avance, plus c'est compliqué, c'est sûr. On le rappellera et puis je pense que ça fait du bien de le poser ici aussi, puisqu'on a fait l'état de tout ce qui allait se passer. Bah oui, non, mais c'est aussi pour ça d'ailleurs. Je vais rebondir, tiens, ça me permet aussi de placer que le don d'ovocytes et Allez-y. voilà, le don d'ovocytes est limité aux 37 ans de la femme, Oui. parce qu'on sait qu'au-delà de 37 ans, effectivement, les femmes sont beaucoup moins fertiles. Et donc voilà, ça permet aussi, peut-être qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en âge de procréer, qui écoutent ce podcast et qui pourront éventuellement être candidates donneuses d'ovocytes. Donc j'en Complètement. profite. Mais j'ai On eu parle de beaucoup de dons de retours par rapport à ça. spermatozoïdes. Voilà, on parle de dons de spermatozoïdes. Mais effectivement, on a besoin de dons d'ovocytes parce que d'ailleurs, les femmes en couple auront peut-être besoin aussi de dons d'ovocytes, hein, ou de dons, double don, donc du coup de double don de gamètes, qui est maintenant autorisé par la loi. Mais voilà, après, c'est vrai que le don d'ovocytes, c'est aussi important d'avoir des ovocytes de femmes jeunes aussi, parce qu'on sait que plus la femme est jeune, plus la qualité des ovocytes est meilleure et ça donne de meilleures chances de grossesse pour les personnes qui reçoivent. D'accord. Là, du coup, on est d'accord que la sécurité sociale prend en charge un certain nombre d'inséminations et de FIV. Tout à fait. 6 inséminations. D'accord. 6 inséminations remboursées par la sécurité sociale et 4 fécondations in vitro. D'accord. Donc, dans fécondation in vitro, on est d'accord qu'il y a prélèvement des ovocytes et les transferts sont autant qu'il y a d'ovocytes par FIV, en fait, par prélèvement. En fait, une FIV est comptabilisée s'il y a un transfert d'embryon. D'accord. Si jamais, admettons, il y a une stimulation, prélèvement d'ovocytes, il n'y a que 2 ovocytes qui sont prélevés, il n'y a pas d'embryon, elle ne compte pas au compteur. D'accord, ok. C'est si il y a au moins un transfert d'embryon. D'accord. Et qu'il y ait un transfert d'embryon ou 10, ça compte pareil. 1. D'accord, Ouais, ok, on est bien d'accord. Voilà. Okay. Alors après, il y a des questions, c'est parce que je le pense tout haut, mais je ne sais pas s'il faut y revenir. Parce que je réfléchis tout haut par rapport. Alors, il n'y a pas eu de modification par rapport aux couples hétéros. Les couples hétéros, c'est 6 inséminations, 4 fécondations in vitro. Et tout était, entre guillemets, sur le dos de la dame. D'accord. Est-ce qu'au sein d'un couple, je pense que oui, ce serait faisable. Au sein d'un couple, s'il y a eu 6 inséminations, 4 FIV, on pourrait éventuellement porter sur l'autre femme. Peut-être après, si jamais il n'y a pas eu. Et ça, c'est pour un enfant. Hein. On repart à 0 pour un deuxième. Parfait. on important à savoir. Pour le deuxième enfant. Important à savoir. Dès que c'est pareil. Avant, c'était s'il y avait eu une naissance vivante. Oui. Maintenant, c'est s'il y a eu grossesse. Donc, c'est important aussi dans les cadres des fausses couches, etc. Bien sûr. Ok, très bon à savoir. Ouais, ça a été modifié récemment. Ok, parfait. Mais en tout cas, je pense qu'on a vraiment abordé un large panel de questions. Ouais, est-ce que du coup, c'était bien de revenir sur le don d'ovocytes, parce que je me dis que parmi les personnes qui écoutent, faut en profiter. Mais évidemment, au contraire. En tout cas, je vous remercie beaucoup encore une fois d'avoir pris tout ce temps pour tout nous expliquer. C'est vraiment chouette. Je pense que là, je vais apporter pas mal de réponses à des personnes qui sont dans le flou total en ce moment, et comme beaucoup. Et puis, je serais ravie qu'on se recontacte à certains moments si vous avez d'autres messages à nous faire passer avec grand plaisir. Avec plaisir. Ce que vous pouvez donner aussi, ce sont les sites internet dondespermatozoïdes.fr, dondovocytes.fr. Oui, et les comptes Instagram. Ouais, voilà. Donc, sur lequel il y a toutes les informations, toutes les plaquettes d'informations pour les professionnels et le grand public aussi. Complètement. En fait, sur le site de l'Agence de la biomédecine, il y a aussi une partie professionnelle qui est accessible à tout le monde. Et il suffit de sélectionner AMP, parce que sinon il y a la greffe, etc. Et il y a toutes les brochures aussi qui sont en ligne. Et on peut les commander. Si vous voulez des brochures, même s'il y a des assos, etc., qui veulent des brochures spécifiques sur le parcours d'un donneur, etc., pour pouvoir distribuer dans les assos, ça peut être aussi commandable sur le site de l'Agence de la biomédecine. Ah, super, parfait.
je leur partagerai effectivement avec grand plaisir. Je vous remercie vraiment beaucoup de vous être rendu disponible et d'avoir partagé toutes vos infos avec nous. Je vais de mon côté diffuser le maximum d'infos que j'ai pu avoir moi, auxquelles j'ai pu avoir accès pour que vous puissiez découvrir tous les petits spots qui ont été mis en place, la campagne de communication et peut-être en profiter pour que vous diffusiez, enfin nos auditeurs diffusent pour pouvoir obtenir plus de dons d'ovocytes et de dons de sperme, parce que c'est quand même aussi, certes on s'en sert, mais c'est aussi à nous de motiver, mobiliser un maximum de gens autour de nous. Je vous dis à très bientôt, Bérangère, j'espère qu'on sera à nouveau en contact et j'ai pris un réel plaisir à enregistrer cet épisode avec vous. Je vous remercie. Avec grand plaisir, Constance, à très bientôt, merci. À très bientôt. Au revoir. Je vous reprends en espérant que cet épisode vous aura apporté des réponses, vous aura rassuré sur les objectifs de l'Agence de la biomédecine. Je vous avoue que moi-même je suis assez surprise de ces objectifs si ambitieux et j'espère qu'ils vont pouvoir les tenir. Je vous propose tout au long de la semaine de vous partager les documents et les supports de communication qu'ils m'ont fait parvenir afin que vous puissiez découvrir ces campagnes de communication. Sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvonbienpodcast. Vous pouvez aussi m'y retrouver pour qu'on poursuive la discussion autour de ce thème ou pour pouvoir en démarrer de nouvelles. Si cet épisode vous a plu, qu'il a répondu à des questions et qu'il pourrait répondre à des questions que vos connaissances pourraient se poser, je vous invite à le partager et à le faire découvrir. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez soutenir le podcast, me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. Asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my